Professeur Didier Raoult, quelle est la situation épidémique actuelle? Que faut-il en conclure concernant la stratégie vaccinale? Encore une fois, moi j'essaie de me concentrer sur des données qui sont des données publiées, évaluées, ou sur des données auxquelles nous avons accès ici. Pour la situation en nombre de cas, on est plutôt dans une diminution, mais très lente. Là, on est sur une espèce de plateau, on verra combien de temps ça dure. Je vais vous montrer ça, mais ce qui est très bien, c'est qu'on travaille beaucoup avec les marins-pompiers ici, qui ont vraiment un mode de détection qui est très très bon et qui permet de faire le point dans les égouts, non seulement qui reflète la situation actuelle, mais qui souvent est un peu en avance sur la description des cas à venir. Et donc là, ce qu'on voit, alors quand on a la représentation de Marseille, pendant longtemps c'était l'hypercentre, le centre-ville qui était le plus contaminé. Tout ce qu'il y avait autour de l'hôpital de la Timone, bien sûr, puisque c'est là qu'il y avait le plus de patients hospitalisés et de patients testés. Donc c'est là qu'on trouvait dans le plus des égouts. Là, dans la situation actuelle, on voit une zone il n'y a pas tous les quartiers nord qui flambent, il y a une zone autour de l'hôpital nord, mais il y a une zone plus importante autour des quartiers sud, autour d'une zone qui est plutôt une zone dans laquelle il y a beaucoup de juifs orthodoxes. Il y a beaucoup de fêtes actuellement, qui est peut-être un des facteurs qui fait qu'il y a une augmentation des cas dans cette zone-là. Donc il faut faire très attention. Moi je répète, chaque moyen de lutte a sa place, mais n'oubliez pas le lavage des mains, le passage des mains à l'alcool régulier, parce que on a l'impression que cette habitude-là a diminué en un an. On le voit à l'œil nu, c'est-à-dire l'usage de l'alcool, le fait de se passer les mains à l'alcool en permanence a diminué. Et donc, alors qu'il était très répandu l'année dernière, on avait vu quasiment une saison sans grippe et sans gastro-entérite. Et là, cette année, je ne sais pas si c'est parce que dans l'esprit des gens, le vaccin se substitue aux mesures d'hygiène qui étaient implantées et qui avaient vraiment changé les choses. L'utilise moins, mais en tout cas, on revoit là des épidémies d'infections respiratoires et de gastro-entérite comme il y en avait avant le Covid. Donc, moi, je pense que si moi je peux donner un message vraiment qui est le mien, qui a toujours été le mien et dont je suis convaincu, c'est qu'il faut se passer les mains à l'alcool. Chaque fois qu'on a un contact, il faut se passer les mains à l'alcool. Donc, c'est extrêmement important. Je pense que les autres moyens ne se substituent pas à ça, parce qu'on n'a pas des vaccins par toutes les maladies transmissibles par les mains. Même si on avait toute une collection de vaccins, on n'aurait pas ça. Bien sûr, il n'empêche, moi je suis un partisan de la vaccination contre la grippe depuis très longtemps, y compris chez les petits, parce que c'est eux qui ensuite vont infecter les grands-parents. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent du Covid, on verra si c'est le cas, mais c'était eux qui étaient les transmetteurs de ça. Et donc, qui me paraît important de ne pas perdre de vue qu'il y a d'autres maladies infectieuses que le Covid-19. Hein. Donc, ce qui se passe en termes de cas, c'est sur ce graphique où on voit que le nombre de cas diminue et la proportion des gens vaccinés qui sont infectés augmente. On voit, c'est une pente régulière, elle augmente. Alors, c'est pas dramatique dans le sens où il y a très peu de cas, hein, mais il y a maintenant des pics à 30% de gens qui se présentent qui sont déjà vaccinés parmi les positifs. Et donc, c'est un mélange qui pourrait être dû au fait qu'effectivement, on voit que cette période-là commence avec le variant indien. Donc on a l'impression que le variant indien est un peu moins... on est moins protégé du variant indien que du variant qu'il y avait avant, qui était le variant anglais. Et puis c'est peut-être aussi l'épuisement de l'efficacité vaccinale. Il y a des publications qui commencent à sortir maintenant qui montrent que
au bout de quelques mois, l'efficacité du vaccin diminue. En particulier, le vaccin qui est le plus utilisé actuellement chez nous, qui est le vaccin Pfizer. Donc, c'est une question. Donc, moi, je pense que effectivement, pour les gens qui présentent des risques de faire des formes graves, puisque il y a moins de vaccinés qui font des formes graves, mais il y en a plus au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la date de la vaccination. Il est raisonnable pour l'instant d'envisager, compte tenu du fait qu'on n'a pas d'autres vaccins, de faire un booster chez ceux qui ont des formes graves, en particulier les gens qui ont plus de 75 ans, les gens qui ont des cancers et les obésités morbides, qui sont ceux qui continuent à faire des formes graves actuellement, même quand ils sont vaccinés. Malheureusement, on a des morts avec ça. Donc c'est une vraie question. Après, le degré pour lequel il faut généraliser cette troisième injection, il n'y a pas beaucoup d'évidence en dehors de ces groupes qu'il faille le faire. Il y a un très gros article qui est sorti dans le Lancet. Le Lancet n'est pas suspect de pas faire la promotion des vaccins, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc actuellement, la conclusion quand même de cet article, c'est que en dehors des gens qui sont très à risque de faire une forme grave, voire une forme mortelle, il n'y a pas d'évidence qu'il y ait une rationalité à faire des troisièmes injections. Donc, encore une fois, moi, j'ai pas de considération politique à avoir là-dessus. Ce qui est raisonnable actuellement, c'est de conseiller de faire une troisième injection chez les gens qui, s'ils contractaient la maladie, en mourraient. Ça, c'est raisonnable. Pour le reste, j'en sais rien, et puis le temps dira aussi. Voilà. Et quel vaccin conseillez-vous ? C'est une très bonne question, parce que un des problèmes que nous avons actuellement, et d'ailleurs mes amis me demandent pourquoi je communique sur cette émission spécifique qui s'appelle « On a le droit d'être intelligent », c'est que, effectivement, je pense qu'on a le droit d'être intelligent. Deuxièmement, on ne résume pas une activité médicale ou de prévention avec un seul nom. C'est-à-dire, on ne peut pas dire le vaccin, c'est bon ou c'est pas bon, ça marche ou ça marche pas, c'est dangereux ou c'est pas dangereux. Et donc, on voit bien qu'avec le temps, sur les 5 vaccins qu'on connaît, le vaccin chinois n'a pas été accepté ici, même beaucoup de gens qui sont dans des pays francophones et qui ont été vaccinés avec le vaccin chinois, on considère qu'ils ne sont pas vaccinés quand ils arrivent ici, alors que dans d'autres pays d'Europe, on considère que c'est un vaccin comme un autre. Vous voyez que le vaccin AstraZeneca, pour lequel ça c'est un papier de Nature d'août cette année qui a commencé à dire effectivement, faites attention, il y a des troubles de la coagulation, y compris des troubles de la coagulation avec des thromboses des veines cérébrales, en particulier chez les femmes jeunes, et donc qui a amené, la plupart des gens sont d'accord, y compris en Angleterre où ce vaccin a été inventé, pour dire, écoutez, il ne faut pas vacciner les gens de moins de 50 ans avec ce vaccin parce que c'est dangereux quand même. D'accord ? Et puis ensuite, on a trouvé que effectivement, il y avait des problèmes qui étaient de nature comparable avec l'autre vaccin adénovirus. Maintenant, vous voyez qu'on dit qu'il ne faut plus faire de revaccination avec le Moderna, donc il reste en pratique Pfizer. Il y en a 1 sur 5 qu'on recommande encore ici. Donc vous voyez que les gens qui disaient, écoutez, vous êtes sûr que... Bon, il y a des choses quand même qui sont arrivées, qui ont montré que c'était pas si simple. Vous voyez, c'était pas juste un vaccin qui est bon, qui marche, et puis qui est sûr, entièrement sûr. Et donc le degré de sécurité qu'on exige au fur et à mesure que on expérimente ces vaccins nous oblige à changer d'avis. Donc il faut, encore une fois, il n'y a pas une vérité simple. C'est un truc, ça, qu'on dit dans les journaux, dans le politique, c'est bien, chacun a son métier. Mais nous, il ne faut pas nous agresser quand on a un doute sur le fait que la vérité soit aussi simple, parce qu'elle n'est jamais aussi simple que ça. Et donc,
Après, il y a une question, tous les jours, on peut dire, ce que disent les autres, c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui ont des réticences, dont je suis, quand il y a quelque chose de nouveau, on sait jamais trop ce qui va se passer. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut être prudent, il faut analyser les choses, il faut se donner les moyens d'être sûr que ce que l'on fait est efficace et sans danger. Donc le fait de le dire constitue pas le fait, enfin c'est aussi stupide de dire que je suis anti-vax ou pas. D'ailleurs, mon ami Muyembe, qui est au Congo, en disant la même chose que moi au Congo, c'est-à-dire il faut vacciner les gens à risque, faites-vous vacciner, c'est important, parce que vous risquez d'attraper cette maladie. Il y a un tel mouvement au Congo contre les vaccins, parce que une partie des Africains pensent qu'on cherche à les empoisonner avec des vaccins ou à les stériliser. Donc ça fait plusieurs histoires comme ça, que ensuite il y avait des affiches dans lesquelles les gens appelaient à le tuer lui et sa famille. Donc vous voyez que lui qui dit exactement la même chose, mot à mot, que ce que je dis, chez lui il est accusé d'être pro-vax acheté par les Américains, et moi je suis soupçonné d'être anti-vax parce que je dis, écoutez, il y a des indications qui me paraissent pas discutables, et puis les autres, c'est des définitions politiques. Vous voyez, donc la nuance, dans un cas comme dans l'autre, n'est pas acceptée par les voies de transmission habituelles qui ne sont pas habituées à la nuance. Et donc, il faut, moi je crois ça, je prends ça comme un devoir, expliquer les choses, parce que la médecine et la science est pleine de doutes et de nuances. C'est comme pour l'hydroxychloroquine, vous pouvez pas dire l'hydroxychloroquine ça marche ou ça marche pas, c'est toxique, c'est pas toxique. On peut se suicider avec l'hydroxychloroquine si on en prend 50 comprimés. Alors c'est toxique. Non mais si vous prenez la bonne dose, il y a des milliards de gens, probablement, je sais pas, entre 5 et 20 milliards de gens qui ont eu un traitement à la chloroquine ou l'hydroxychloroquine sur la Terre. S'ils sont pas tous morts, s'il y a 10% de morts, on le saurait, 1% de morts, on le saurait, c'est pas vrai. Donc simplement, c'est la dose. Mais si en même temps, vous donnez des doses trop basses pour que ça marche pas. Si vous donnez des doses, ce qui était le cas de l'essai Solidarité, maintenant on a les dosages qui ont été faits en plasma, ils étaient trop bas pour que ça marche par rapport à ce que nous avons fait. Ils donnaient les 2/3 de ce que nous donnons. Et puis si vous donnez des doses qui sont 4 fois la dose admissible tolérée, comme dans l'essai anglais, Recovery, ils ont eu de la chance de ne pas avoir de problème cardiaque quand même. Hein. Ils ont de la chance, parce que c'est des doses qui sont interdites, on n'a pas le droit d'utiliser une dose pareille. Donc vous pouvez pas dire l'hydroxychloroquine, vous pouvez dire, attendez, l'hydroxychloroquine, à quelle dose, combien de temps et à quel moment. Nous, on utilise l'hydroxychloroquine depuis 30 ans, donc on a ajusté ça, on sait ce qu'on fait. Donc vous pouvez pas jeter, 1, il faut faire le vaccin, 2, il faut faire l'hydroxychloroquine. C'est des messages très simples. Cela étant, les gens qui font de la science sont obligés d'analyser ça précisément pour savoir ce qu'on fait. Et donc, si vous faites une méthodologie sophistiquée, mais que vous donnez n'importe quoi comme dose, ça n'a plus de sens. Donc c'est un véritable problème. Oui. Mais peut-on espérer que la vaccination arrête la circulation du virus, pas de fin à l'épidémie ? Je ne sais pas, c'est compliqué. Les épidémies, de toute manière, ça s'arrête toutes seules. On est en train de faire des travaux pour voir combien de temps, quelle est la durée de l'épidémie variant par variant. Donc, c'est un domaine sur lequel il faut creuser. Donc, ce qu'on a vu, on a été premiers à décrire qu'il y avait des variants. Il a fallu, c'est bien, quelques mois pour que les autres s'en rendent compte, mais c'était très important parce que, en réalité, c'est des images que j'ai déjà montrées. Chacun de ces variants, donc il s'agit de plusieurs épidémies successives. Et parfois, plusieurs épidémies qui sont concomitantes, qui se développent en même temps. Mais la durée de vie des variants semble relativement la même. Ces variants, quand ils se développent entièrement, apparemment, durent aux alentours de 3 mois et demi, entre 3 et 4 mois. Parce que le taux de mutation de ces virus qui mutent, bien sûr, passent leur temps à muter, c'est à peu près une mutation tous les 15 jours. Et donc leur tolérance va effectivement jusqu'à 6, 8 mutations à partir du clone initial. Et ces mutations qui s'accumulent
ne sont pas très bonnes en général. C'est quelque chose qui avait été très très bien documenté chez les gens qui travaillent sur le virus de la souris. Et donc au bout de 6 ou 7 mutations, ces virus s'épuisent et l'épidémie disparaît. Et donc c'est ce qui donne ces courbes comme ça, qui font que les virus disparaissent par eux-mêmes. Et donc c'est pour ça que c'était un chantier si important et si intéressant de dire, écoutez, c'est pas les mêmes virus, parce que ces virus ont une histoire, une entre guillemets espérance de vie qui est limitée et dont la forme est souvent la même, avec une exception qu'on est en train de décortiquer, qui est celui qu'on appelle le Marseille 4, qui est celui qui a été vraiment le virus français, dont nous on pense que c'est le virus des visons français, qui montre une courbe un peu plus ondulée, dont on est en train de se rendre compte que c'est parce qu'il y a plusieurs variants ou sous-variants à l'intérieur de ce virus 4 qui fait que chacun a un peu cette espérance de vie de 3 mois et demi, mais comme il y en a de successifs, apparemment cette épidémie-là a duré plus longtemps. Donc on est en train de comprendre quelle est l'espérance de vie de chacun des clones, chacun des variants. Et donc on a à peu près la même chose avec ce variant indien depuis qu'il est arrivé ici. On va voir, est-ce que s'il est tout seul, il va peut-être finir par s'amortir. Il est possible qu'il y ait une mutation favorable qui apparaisse et hop, ça repartira. C'est globalement le modèle qu'on croit comprendre actuellement, c'est que de temps en temps, il y a une mutation favorable. Ces mutations favorables parfois sont très bizarres. Par exemple, il y en a une qu'on voit, qu'on a vue dans le variant anglais et puis dans la deuxième partie du variant Marseille 4, il y a un gène qui est cassé, qui est inactivé, alors qu'on pensait que ce gène jouait un rôle dans l'activité du virus. Et quand il est cassé, hop, eh bien, il apparaît un variant qui est plus actif et qui est, semble-t-il, plus dangereux, en perdant un gène. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est compliqué. Tout ça, on ne peut pas l'inventer avant de le regarder, de l'analyser, et donc on ne peut pas tirer des conclusions et faire des modèles sur quelque chose qui est aussi complexe, dont on ne savait rien. Il n'y avait aucune maladie aiguë sur laquelle on avait autant de données avant ça n'existait pas. Donc c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, donc il faut se garder de faire des prédictions trop importantes. Quant à le fait qu'il y ait de la protection vaccinale par le Delta, nous on voit bien, pour le Delta, on voit bien nous que on ne sait pas si c'est l'épuisement de l'efficacité vaccinale ou si c'est le Delta qui fait ça, mais c'est vrai qu'il y a une autre publication qui est sortie dans Nature, elle aussi en août, qui se pose la question de savoir même si la vaccination n'accélère pas la transmission, puisqu'on trouve des charges virales ou des quantités de virus chez les gens vaccinés qui sont au moins aussi élevées, parfois plus élevées que chez les non vaccinés. Donc c'est des vraies questions. Cela étant, encore une fois, ce que nous constatons là-dessus, c'est vrai, c'est qu'il y a moins de formes graves chez les vaccinés. Que ça empêche la diffusion du virus, c'est pas clair. En tout cas, personne n'a vraiment rapporté ça. Mais ça protège déjà des formes graves, ce qui est le plus important, d'un certain nombre de formes graves, pendant que l'efficacité vaccinale est toujours là. Après, peut-être qu'on aura dans le futur des moyens de mesurer l'efficacité vaccinale en dehors des anticorps, mais les anticorps, c'est pas négligeable. Nous, on voit que les gens qui ont des anticorps, qu'on a testés ici, dans les tests qu'on a fait jusqu'en septembre, avaient, et qui se présentaient pour savoir s'ils avaient le Covid, avaient 10 fois moins de chances d'avoir une PCR positive que ceux qui n'avaient pas d'anticorps. Donc on voit qu'il y a quand même une corrélation entre la détection toute simple d'anticorps au bout du doigt et le fait d'avoir une PCR qui est positive ou négative. Voilà. Merci. Merci.